Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous aborderons ensemble les éléments à préparer pour le soir du Seder. Tout d'abord, comme on l'a vu dans notre précédente vidéo concernant les mitzvot du soir du Seder, on avait vu que les Chachamim avaient institué de boire 4 coupes de vin. Donc, il faut choisir un vin pour le soir du Seder. Donc, on doit choisir un vin de qualité pour le hidour de la mitzvah, des arba kosot, des 4 kosot. Ce doit être un vin rouge, d'abord parce que le vin rouge est considéré comme plus important, meilleur du point de vue de la halakha, et ça s'appuie sur un pasouk altéré gaïn qui dit Adam. Donc le vin rouge, c'est ce qui, dans les psukim, est appelé un bon vin. Et de plus, spécifiquement pour le soir du Seder, le vin doit être rouge pour rappeler le sang des makotes qui ont frappé les Égyptiens, mais aussi le sang de l'alliance du peuple d'Israël avec le Créateur qui a commencé lors justement de la sortie d'Égypte. Alors il serait préférable de choisir un vin qui ne soit pas mévouchal, c'est un gage de qualité, qui ne soit pas mélangé. Alors un vin non mévouchal, c'est si bien sûr tous les convives respectent le Shabbat, sinon il est préférable d'avoir un vin mévouchal, puisqu'on peut trouver des vins mévouchals qui sont aussi bons, en tout cas qui sont quand même bons, même s'ils sont mévouchal, et qui sont de très bonne qualité et qui peuvent parfaitement convenir pour la mitzvah des arba kosot. Alors, on peut bien entendu réaliser la mitzvah, comme on l'a dit, avec du vin mévouchal, mais aussi avec du jus de raisin, même si c'est préférable que ce soit un petit peu alcoolisé, parce que c'est un hidour, c'est un hidour. Si on supporte pas le vin, on peut couper le vin avec du jus de raisin. On peut par ailleurs verser du vin de muscat, qui est très peu alcoolisé. Et si on ne trouve pas de muscat rouge, le muscat c'est du vin blanc en général, eh bien on peut le mélanger avec du jus de raisin ou du vin rouge, de façon à avoir un vin qui ne soit pas très alcoolisé, qui soit pas ou peu alcoolisé, et avec lequel on peut boire 4 coupes tranquillement. Alors il y a juste une petite précision à faire concernant ce mélange-là. On veut colorer du vin, on a du vin blanc qui est peu alcoolisé, dont on veut se servir pour le soir du Seder, et on a envie qu'il soit coloré en rouge, justement, parce que altéré, il y a une qui dit Adam, parce qu'on veut rappeler le Dam, la Yetziat Mitzrayim, etc., pour toutes sortes de raisons. Est-ce qu'on peut colorer des aliments pendant Shabbat? D'un côté, teindre, ça fait partie des melachot qui sont interdites Shabbat et aussi pour Yom Tov. Donc, comment colorer pendant Shabbat? Alors, normalement, en tzvia bochalim, il n'y a pas de coloration, il n'y a pas de teinture concernant les aliments. On peut verser du curcuma dans du riz pendant Shabbat, mais pour les liquides, il y a un débat entre les acharonim, même si Meikar dit de la stricte halakha, il n'y a pas de problème de tzvia. Néanmoins, il y a l'opinion du Chayei Adam qui pense que même si on ne dit pas tzvia bochalim, on dit tzvia bemashkim. Ça veut dire même s'il n'y a pas de teinture pour les aliments, il y a teinture pour les liquides et pour les boissons. C'est ce que pense le Chayei Adam, c'est ce que pense le Ben Ishraï aussi. Et donc, pour qu'il n'y ait pas de problème de tzvia, on devrait faire au moins un chinoui, un changement quand on mélange le rouge et le jus de raisin ou le vin avec son vin muscat. Ce qu'il faut, c'est d'abord verser le rouge et ensuite le muscat dedans. Parce que si on verse le muscat d'abord et qu'ensuite on verse le vin rouge, on a l'impression qu'on est en train de colorer le muscat. Tandis que si on verse le rouge et ensuite seulement on verse le muscat, là on ne fait pas un geste qui ressemblerait à teindre. Donc voilà, si on veut faire ce genre de mélange le soir du Seder en tout cas, que ce soit du jus de raisin, du vin mevouchal, du vin peu alcoolisé, tout cela est kasher pour la mitzvah des arba kosot. On peut aussi presser soi-même ses raisins, c'est ce qu'on appelle yain migito, le vin du pressoir, et l'utiliser pour le soir du Seder. Alors, je pense que c'est une très bonne chose, une très belle symbolique aussi d'utiliser du vin d'Eretz Israël pour la Haggadah en particulier, puisque le récit de la Haggadah est basé sur le passage des Bikurim dans Parashat Kitavo, qui est le remerciement de l'agriculteur pour les fruits que lui ont donné la terre de ses avot, la terre de ses ancêtres. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu nous as fait sortir d'Égypte, tu nous as amené à cette terre, et voilà, je t'amène les prémices de la terre que tu nous as donnée. Et je trouve que c'est une très belle symbolique, justement, de réciter cette Haggadah fondée sur la paracha des Bikurim avec du vin, justement, qui vient de la terre de nos ancêtres qui vient de Eretz Israël. Alors, juste une autre précision encore, si vous avez du vin qui vient de l'année de la Shemitah, de l'année de la Shvi'it,
il ne faudra pas l'utiliser pour verser, si on a l'habitude de verser le vin pour les 10 makot, quand on dit dam, sfardea, kidi, marov, etc., comme ça se fait dans certaines familles, eh bien, il ne faudra pas le faire avec du vin qui a la kdusha de Shvit, la kdusha de Shemitah, puisque du vin qui a la kdusha de Shvit, on n'a pas le droit de le gâcher, on n'a pas le droit de le gaspiller. Mis à part cela, quand on remplit le deuxième verre de vin et qu'on sait que c'est ce vin-là qui va être jeté pour les SR Makot, mieux vaut, par souci d'économie, ne pas utiliser un grand cru, ça serait quand même dommage. Hein. À ce moment-là, il vaut mieux utiliser quelque chose de bon marché, comme du jus de raisin. On sait que de toute façon, ça va aller ça va être jeté. Donc c'est seulement quand on remplit après les SR Makot, ça coupe, que là on peut remettre effectivement un grand cru, un vin d'Eretz Israël, etc. Mais pour quelque chose qui doit être jeté, mieux vaut prendre quelque chose de bon marché. Alors bien entendu, on a parlé du vin en premier, parce que c'est la première mitzvah qu'on rencontre, c'est les Arba Kosot, mais il y a dans l'ordre du Seder, bien entendu, la Achilat Matzah, qui est la mitzvah de la Torah du soir de Pessah. Eh bien, il y a une obligation de consommer la matzah, donc de la Torah. Erev tochlu matzot. Il y a plusieurs contraintes, bien entendu, la fabrication de la matzah. Évidemment, ça ne doit pas être hametz, ça ne doit pas avoir monté, mais il y a aussi le choix de la farine, le choix de l'eau, et jusqu'à la cuisson, il y a des contraintes imposées par la halakha pour la fabrication de la matzah, et ces contraintes s'appuient tout particulièrement sur le pasuk ushmartem et hamatzot. Vous garderez les matzot, vous veillerez aux matzot, c'est-à-dire vous ferez attention à ce que la pâte ne monte pas, à ce qu'elle ne devienne pas hametz, et pour ces raisons-là, vous prendrez de l'eau qui a passé la nuit, maïm shelanu, dont on est sûr qu'elle a gardé une température qui ne va pas chauffer la pâte, etc. Alors, quand on dit ushmartem et hamatzot, ça veut dire que toute matzah qui a été fabriquée de telle sorte à ce que elle ne devienne pas hametz, c'est-à-dire on a pris de la farine kasher les pessar, et depuis le moment où on a mélangé l'eau à la farine, eh bien on a fait attention à ce que la pâte ne repose pas pendant 18 minutes, ce qui la rendrait hametz, donc elle n'a jamais été au repos, on l'a fait rapidement cuire, eh bien c'est déjà de la matzah entre guillemets shmura, puisqu'on a gardé, on a fait en sorte qu'elle ne devienne pas hametz, ou shmartem et hamatzot, et on l'a fabriquée pour en manger pendant Pessah, pour la mitzvah de la matzah. Maintenant, pour le soir du Seder, on a l'habitude de se montrer plus rigoureux. On a l'habitude de manger ce que l'on appelle de la matzah shmura. Qu'est-ce que la matzah shmura? Toute matzah est shmura. Comme on a dit, à partir du moment où une matzah est kasher les pessar et qu'elle a été fabriquée dans les règles, même de la matzah simple est une matzah shmura en réalité. Et ce que l'on appelle de la matzah shmura, que l'on mange pour le soir du Seder, c'est-à-dire qu'elle est shmura mishaat ketsira, qu'elle a été gardée depuis le moment de la moisson. C'est-à-dire que depuis le moment où on a récolté le blé, on a fait attention à ce que ce blé, à ce que ces grains ne soient pas en contact de l'eau, ne soient pas au contact de l'humidité. Et ça, c'est un hidour, une forme de mesure, de rigueur pour la matzah. C'est une matzah très shmura, on va dire, et c'est celle que l'on préfère utiliser pour le soir du Seder. Et en plus, il faut savoir que la matzah shmura fait en général l'objet de nombreux hidurim, de nombreuses chumrot dans leur processus de fabrication. On fait attention à essuyer les tables, à toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessairement exigées par la halakha. On va par exemple faire attention à ce que quand une pâte se replie, eh bien on va jeter la matzah, on va recachériser le four, alors que bon, c'est juste un morceau de la matzah qu'on devrait enlever selon la halakha, etc. Donc pour ce genre de hidurim, on préfère utiliser de la matzah shmura mishaat ketsira. Alors il y a deux types de matzah shmura, qu'on appelle la shmura faite à la machine et la shmura avodatiad qui est faite à la main. Et en général pour le soir du Seder, on préfère une matzah qui est faite à la main. Alors pourquoi faite à la main? Parce que il faut que la matzah soit fabriquée leshem mitzvah, pour la mitzvah. Or quand une machine fabrique, une machine ne pense pas. Une machine peut être effectivement d'un point de vue halakhique, elle peut avoir des avantages, elle est plus rapide, plus performante que l'homme, mais d'un autre côté, elle ne pense pas. Alors c'est vrai que celui qui actionne la machine le fait pour fabriquer des matzot, donc on peut dire que c'est fabriqué leshem matzah, mais une matzah qui est fabriquée à la main, et donc tout le processus a été fait avec une intention de mitzvah, a cet avantage-là, et c'est pour cela que le soir du Seder, on préfère une matzah shmura avodatiad, une matzah qui est gardée depuis la moisson
et qui a été fabriqué à la main. Cela dit, une matzah machine, c'est aussi une matzah shmura qui est cachère pour le seder, et même si cela on n'a pas, et qu'il ne reste plus de matzah shmura, toute la matzah shmura a été mangée, on n'en a pas acheté assez, il ne reste que la matzah normale, par exemple, eh bien, on peut compléter les kazetim avec la matzah normale. Ça peut arriver, surtout le deuxième soir du seder en Chutz La'aretz, ça peut arriver qu'on n'ait pas prévu les quantités qu'il fallait de matzah shmura vodatiad, mais même une matzah normale, comme on l'a dit, est en réalité shmura, et même une matzah normale, bediavad, peut servir parfaitement pour la mitzvah de achilat matzah. Deuxième mitzvah dont on a parlé pour le soir du seder, c'est la mitzvah de achilat maror. Le maror est une mitzvah d'Erabanan, puisque selon la Torah, c'est une herbe amère qui accompagne le korban Pessah. Or, de nos jours, puisqu'on ne sacrifie plus le Pessah, on mange le maror seul, ça n'est plus qu'une mitzvah d'Erabanan, comme on l'a vu dans notre vidéo sur les mitzvot du Seder. Qu'est-ce que le maror? Qu'est-ce qu'on doit choisir pour le maror? La Mishnah, dans Masechet Psachim, c'est dans le Perek Bet, elle rapporte 5 types d'herbes amères avec lesquelles on peut accomplir la mitzvah de manger le maror. Ce qui laisse entendre déjà qu'une herbe amère en général peut être cachée, même si la Mishnah n'en cite que 5. Chazeret, Ulshin, Tamcha, Chavina, Maror. Et Chazeret, que la Gemara identifie comme étant la chassa, la salade, la romaine, la salade orientale, eh bien, la Gemara la recommande de l'utiliser en priorité. Tout d'abord parce qu'elle s'appelle chassa, donc ça fait référence au fait qu'Akadosh Baruch Hu a eu pitié, chas, il a eu pitié du peuple d'Israël, il les a épargnés lors de la Makat Bechorot, par exemple, et lors des Makot en général. Et mis à part cela, le fait qu'elle n'ait pas une amertume immédiate, elle soit douce d'abord, et puis c'est seulement en mâchant beaucoup qu'on commence à sortir une relative, une certaine amertume, une légère amertume, eh bien ça rappelle aussi la façon dont les Égyptiens ont asservi le peuple d'Israël en se montrant d'abord bienveillants, en ayant l'air bienveillant, et au fur et à mesure en apesantissant leur joug sur les Hébreux. Donc, pour ces deux raisons, la Gemara recommande Chazeret. Il y a d'autres raisons qui font que la Chazeret a un certain avantage. Donc, la Chassa, la romaine, est préférable. C'est ce que dit le Chacham Tzvi. En fait, dans le Minhag Ashkenaz, ce qui reste encore répandu, c'est de consommer plutôt du réfor ou rein en yiddish, parce que les Acharonim identifient à cette troisième herbe qui est citée par la Mishnah, qui est Tamcha. Donc pour les Acharonim, Tamcha, c'est le réfor, c'est la racine du réfor. Et c'est effectivement beaucoup plus amer que la romaine, on sent beaucoup plus l'amertume, et c'est un des avantages d'ailleurs. Maintenant, le Chacham Tzvi, lui, estime que ça pose un problème. La racine étant tellement forte, qu'on pourrait ne pas en manger suffisamment pour accomplir la mitzvah. Il faut effectivement en consommer un kazait. Donc le mieux, c'est de le couper, de le laisser reposer de façon à ce que son amertume disparaisse un petit peu, qu'on puisse en manger en quantité suffisante pour dire qu'on a réalisé la mitzvah. Maintenant, le Khatam Sofer, lui, défend le réfort. Il dit que, au contraire, le réfort est plus avantageux parce que il n'a pas besoin d'être vérifié. C'est très rare qui puisse être infesté. En général, c'est propre, le réfort est propre, on n'a pas besoin de vérifier chaque feuille, alors que les feuilles de romaine, souvent, sont infestées de parasites. Il faut bien les nettoyer, il faut bien les vérifier. Alors, de nos jours, on peut dire, oui, on a des romaines du Gush Katif qui poussent sur le sable, sur lesquelles on trouve beaucoup moins de parasites. Il suffit de les rincer, parce qu'il y a quand même quelques moucherons qui se baladent dessus. Mais on peut trouver de la romaine propre. Et si on achète de la romaine de bonne qualité, fraîche, etc., donc qui est relativement propre, il faut quand même, si elle n'est pas de Gush Katif, il faut quand même vérifier chaque feuille. Et de la romaine de Gush Katif doit aussi être nettoyée. Donc il y a aussi cette considération à prendre en compte quand on prépare le maror pour le soir du Seder. Le fait déjà que ce soit moins amer, pas si amer que ça, on sent quasiment pas l'amertume, et le fait aussi qu'il faille le vérifier, ça ce sont on va dire les difficultés que présente la romaine. Le Chazon Ish lui dit qu'on devrait attendre que les feuilles flétrissent un petit peu, qu'elles commencent à devenir amères, pour pouvoir les utiliser pour le Seder, pour le maror, sinon
Sinon, on fait pas la mitzvah avec. Donc, pas tout le monde ne fait attention à cela, mais parce qu'il y a une certaine amertume. Il y en a qui rajoutent à la romaine du réfort, de façon à avoir à la fois l'avantage du kazaït de romaine et à la fois l'amertume du réfort. Et il y en a qui utilisent l'endive, qui est identifiée aussi par les Acharonim comme une de ces 5 herbes, et qui a l'avantage d'être propre, de ne pas être infesté, dont l'amertume est présente, mais néanmoins modérée, suffisamment modérée, pour qu'on puisse en consommer facilement un kazaït. En tout cas, toutes les coutumes se valent à ce niveau-là. Le karpas, alors le karpas, le seder, prévoit de tremper un légume juste avant le magid, un légume frais dans du chometz. Alors du chometz, ça peut être du vinaigre, ça peut être de l'eau salée, ça peut être du jus de citron. Et pourquoi on le fait? Alors il y a plusieurs raisons qui sont rappelées dans la halakha. On le fait parce que ça suscite l'étonnement. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on trempe avant le repas? Ça, c'est l'argument, l'excuse principale. Et effectivement, c'est toujours étonnant parce qu'on se demande toujours pourquoi on le fait. Mais en fait, il y a d'autres raisons aussi. Ça présente l'avantage de dire Boré Peri Adama avant le Maror. Le Maror, on va le prendre après Hamotzi. Et donc, il y a un doute concernant la bracha du Boré Peri Adama qu'on devrait dire sur le Maror. D'un côté, on a déjà dit Hamotzi Lechem Minaretz, on a dit une bénédiction sur le pain qui acquitte tous les aliments. D'un autre côté, le Maror se mange indépendamment du pain. Donc, est-ce qu'il est acquitté par le Motzi? Il y a un doute à ce sujet. Donc, comme il y a un doute, on ne peut pas dire Boré Peri Adama, on devrait le dire, mais dans le doute, on ne dit pas de bracha. Le fait de manger le karpas avant le repas a l'avantage d'acquitter le maror qu'on va consommer plus tard. Donc ça, c'est un deuxième avantage du karpas. Et enfin, une troisième raison qu'on donne au fait de manger le karpas, c'est parce que c'est une habitude princière, une habitude de Bnei Chorim, des patriciens de l'Antiquité, de prendre des variantes pour ouvrir un repas, pour ouvrir l'appétit. Donc c'est un peu l'apéritif de l'Antiquité. Et effectivement, dans les variantes, on mettait du céleri. Alors oui, le karpas en hébreu moderne et dans les langues orientales en général désigne le céleri, et c'est la conclusion d'ailleurs du Khatam Sofer, qui a fait des recherches à ce sujet. Mais on peut utiliser d'autres légumes, comme d'autres légumes crus, comme le persil, le radis, l'oignon, ou même les pommes de terre. L'essentiel, c'est d'utiliser un légume cru, de le tremper, de dire dessus Boré Peri Adama. Ça suscite l'étonnement, ça fait dire Boré Peri Adama, et ça rappelle les variantes de l'Antiquité. Même si certains légumes ne sont pas en général présents dans les variantes, l'oignon et la pomme de terre moins souvent. Mais ça répond aux exigences minimales de l'halakha, et donc c'est aussi valable. Donc on peut conserver ces minhagim, même si le karpas dans l'absolu désigne le céleri. La charoset, comme vous le savez certainement aussi, le seder prévoit de tremper une deuxième fois, ça fait partie des questions du Manishtana. On trempe une deuxième fois après Hamotzi, mais cette fois on trempe le maror, l'herbe dont on a parlé juste avant le karpas, et on ne trempe pas dans l'eau salée, on trempe dans le charoset. Qu'est-ce que le charoset? Alors le Rama explique ce qu'est le charoset. Il dit que c'est un mélange de fruits qu'on broie pour rappeler le mortier, pour rappeler le chomer, le mortier que les Hébreux devaient fabriquer et devaient utiliser pour monter les constructions de Pharaon, du Paro, et on le prépare à l'aide de fruits auxquels le peuple d'Israël est comparé et qui sont cités dans Shir HaShirim. Les pommes, les noix, les figues, les grenades, les amandes. On y ajoute éventuellement du gingembre ou de la cannelle qui rappellent la paille avec lesquelles les bénis Israël devaient fabriquer les briques et que les Hébreux devaient manipuler donc avec le mortier. Certains ajoutent de la rose aussi qui est citée dans Shir HaShirim, Keshoshana ben HaChukim. Donc il y a toutes sortes de façons de préparer le charoset en fonction des familles, mais le principe est le même, c'est celui qui est rappelé par le Rama, les fruits cités dans Shir HaShirim auxquels le peuple d'Israël est comparé. Alors au début du seder, le charoset est épais, il est préparé épais pour rappeler justement le mortier comme on l'a dit, mais au moment de tremper le maror dedans, eh bien, on doit le liquéfier un petit peu, on y ajoute quelque chose, de préférence qu'il y ait une certaine aigreur. Donc, vaut mieux le mélanger avec du vin qu'avec du jus de raisin, parce que il
il y a justement l'amertume de l'alcool dans le vin qu'il n'y a pas dans le jus de raisin. Et on le mélange avec douceur si Pessah tombe Shabbat. Si c'est Yom Tov, on peut le mélanger comme on veut, mais si on mélange le Haroset pendant Shabbat, alors là, ça peut poser un problème parce que c'est ce qu'on appelle Megabel, ça peut ressembler à pétrir. Et c'est une mélacha qui est interdite Shabbat. C'est permis Yom Tov. Yom Tov, on a le droit de pétrir pour fabriquer du pain. Toutes les mélachot qui sont ce que l'on appelle Ochel Nefesh sont permises pendant Yom Tov, mais si Yom Tov tombe Shabbat, eh bien on ne peut pas préparer le Haroset normalement. Donc, dans la coutume sfarade, il faudra mélanger avec douceur, il ne faudra pas battre le Haroset, et à ce moment-là, ça pose pas de problème. Et dans la coutume ashkénaze, si on n'a pas mélangé le Haroset avant Shabbat, eh bien, alors il va falloir verser le vin avant le Haroset, et il va falloir aussi que le mélange soit assez liquide, ce qu'on appelle blila raka, et aussi il faut faire un changement dans la façon de mélanger, dans le sens où le geste, on ne le fait pas de façon systématique en cercle, mais de façon croisée, de façon à faire 3 changements par rapport à un mélange qu'on ferait habituellement. Donc ça, ce sont les précautions à prendre si Pessah tombe Shabbat. Si Pessah ne tombe pas Shabbat, encore une fois, on peut mélanger comme on le veut sur la table du Seder, puisque pétrir, c'est permis pendant Yom Tov. Et enfin, autre chose à préparer, c'est la Kehara. Alors, on ne va pas rentrer dans les configurations du plateau du Seder dans cette vidéo. Je vais juste rappeler qu'on a l'habitude de mettre ce qu'on appelle un zéroa, un morceau de viande. En général, on préfère utiliser une part d'agneau, parce que ça rappelle justement le Korban Pessah. La part d'agneau vient rappeler le Korban Pessah qui était sur la table du Seder à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, et l'œuf vient rappeler ce qu'on appelle le Korban Chagiga. À l'époque des Amoraïm, on n'utilisait pas systématiquement ces 2 plats-là. On rapporte que Rava avait sur la table, sur le plateau de son Seder, un plat de riz et un plat d'épinards, mais la conclusion de la Gemara, c'est que on peut se servir à filou, garma ou bichoula. Garma ou bichoula, ça veut dire un morceau de viande et quelque chose de cuit, donc l'œuf, pour rappeler justement le Korban Pessah et le Korban Chagiga. Alors c'est pas nécessairement un morceau d'agneau, il y en a qui peuvent utiliser un morceau de viande de bœuf, il y en a qui peuvent utiliser un morceau de poulet, une cuisse de poulet, une aile de poulet, ça ressemble plus à un bras, une aile de poulet, certains mettent même un coup de poulet, mais l'essentiel c'est qu'il y ait 2 tafshilim sur la table du Seder. Est-ce qu'on peut manger le zroa le soir de Pessah? Ça dépend des coutumes. En tout cas, il vaut mieux pour cela que ce soit bouilli, que le zroa soit bouilli, comme ça ne pose pas le problème de manger du grillé le soir du Seder, mais ça, on en reparlera, Bezrat Hashem, dans une autre vidéo. Donc voilà l'essentiel des éléments qui doivent être prêts pour pouvoir commencer le Seder, le vin, la matzah, le maror, la charoset, etc. Et ensuite, Bezrat Hashem, dans une prochaine vidéo, on verra comment doit se dérouler le Seder, d'autres détails concernant les quantités à manger, par exemple. On verra ça dans d'autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt et surtout un très bon Pessah, Chag Sameach.